Oui, donc bonjour. Quelques sujets de réaction à l'actualité par rapport à ce que vous m'envoyez. Et je vais vous mettre, je remercie Philippe de Vendée qui m'a envoyé des mails depuis longtemps et j'ai pas pris le temps de lui répondre concernant le problème des phytosanitaires. Donc je vous mets dans les commentaires une ou deux vidéos, plusieurs témoignages sur le problème des phytosanitaires. On m'a dit il faudrait en parler davantage, personne n'en parle, de l'impact de ce que certains appellent les pesticides, mais les produits phytosanitaires qui sont arrivés dans l'agriculture après la guerre. Et donc tous ces désherbants qui sont utilisés, qui représentent beaucoup, qui rapportent beaucoup à l'agro-industrie de la chimie, ces produits phytosanitaires ont des conséquences énormes sur la santé, ça on le sait, des cancers, des lymphomes. C'est le sujet des deux vidéos que je vais vous mettre en commentaire, vous pourrez les regarder. Je partage ce qu'ils disent, il n'y a pas de souci, que le produit phytosanitaire, il faut tout faire pour les réduire au maximum et trouver des modèles pour s'en passer. Simplement trouver les modèles pour s'en passer. La haute finance met 100 milliards de dollars pour persister dans ce modèle économique agricole au niveau mondial, dans les 10-12 grands pays qui comptent au niveau mondial pour peser sur le prix des denrées agricoles et dans le commerce international. Le schéma, il a été construit avec le développement des phytosanitaires pour accrocher les paysans à un système et les rendre dépendants de ce système. En face, les solutions alternatives, il y a eu 1 milliard de dollars en face, pendant que de l'autre côté, on en mettait 100. Donc on ne trouve pas de solution quand on ne cherche pas de solution alternative. Sachant qu'il en existe, il y en a déjà qui ont démarré, c'est plus facile dans certaines filières que dans d'autres, mais il est clair que c'est une catastrophe pour la santé des hommes. Les premières victimes sont les salariés agricoles et les paysans des produits phytosanitaires. Ça, on le sait. J'ai été invité à un colloque là-dessus où des gens ont monté des associations parce qu'ils ont été touchés par le cancer à cause des produits phytosanitaires. Donc ça, je le sais bien. Et ça m'amène dans ma vidéo de ce débat, c'est que les débats, ils sont lancés comme ça, vous voyez, contre les phytosanitaires, contre l'élevage intensif, contre les bassines. Est-ce qu'il faut irriguer? Est-ce qu'il faut de l'irrigation sur les territoires? Un pays ne peut pas vivre sans eau. On ne va pas vivre si on n'a pas d'eau. Donc il faut absolument de l'irrigation pour répondre à l'agriculture sur tout un nombre de filières. Simplement, il faut qu'il soit raisonné à l'échelon des territoires. Et pour ça, on dépend du modèle. Bien sûr qu'un horticulteur, vous n'allez pas y couper l'irrigation, un maraîcher non plus. Pour démarrer les plants de vigne, non plus. Bon, le débat, il n'est pas là. Il est après sur la grande culture. Et irrigation n'est pas synonyme de revenu. L'irrigation, quand on rentre dans des schémas agricoles qui ont été imposés par les donneurs d'ordre, les gens de la finance mondialisée, qui veulent mettre les paysans en compétition à travers la planète pour toujours tirer sur le prix des produits, le prix d'achat des produits du départ de la ferme, en langage clair, de nous les payer le moins cher possible. C'est ça le but du jeu. Donc c'est un levier, l'irrigation, pour faire produire plus les paysans, ne pas gérer les volumes et ne pas augmenter les prix ou les faire baisser. Mais l'irrigation n'est pas synonyme de revenus pour les paysans. L'irrigation est indispensable pour un certain nombre de cultures, parce qu'elles ne peuvent pas vivre sans eau. Donc à nous de les adapter suivant les territoires, les climats, et surtout à nous de revoir le modèle. Pareil, vous m'avez envoyé des mails, les agriculteurs sont d'accord, beaucoup acceptent les parcs éoliens, le photovoltaïque, bon ça il y a longtemps que c'est démarré sur les bâtiments, l'agrivoltaïsme maintenant pour certains continuent l'élevage avec l'agrivoltaïsme dans les champs, la méthanisation, vous m'avez dit voilà pourquoi, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de prendre un virage, de changer le modèle pour amener de la rémunération aux agriculteurs. C'est ça le fond du souci, du problème. C'est un modèle qui donne avant tout la reconnaissance aux paysans avec une rémunération et pas qu'aux paysans. À ceux qui entourent le paysan, je veux parler des 850 000 salariés
qu'il y a de façon équivalente temps plein dans l'agriculture, tous les saisonniers dans la vigne, dans le maraîchage, dans l'horticulture. Il faut redonner de l'attrait à ces métiers, et pour leur redonner, pour que ça attire les jeunes, il faut de la rémunération, pour les salariés aussi. Sinon, ils vont pas aller travailler dans les champs à quatre pattes, ou quand il fait chaud ou quand il fait froid, avec des rémunérations qui sont trop faibles. Parce que le paysan, lui, il est mis dans un mode économique, un modèle économique qui fait qu'il va pas pouvoir, il risque de payer dans certains cas le salarié plus cher que lui, il peut se prélever. Donc, il faut revoir le modèle et revoir le déséquilibre sectoriel qu'a créé nos sociétés modernes. Il y a un déséquilibre sectoriel énorme. Il y a des secteurs d'activité qui certes travaillent, mais les métiers sont pas pénibles, pas aussi pénibles, voire moins pénibles, et il n'y a pas les salaires en face. Donc il n'y a pas de jeunes qui vont venir faire les saisons si la rémunération elle n'est pas suffisamment importante. Alors, vous m'avez dit dans certains mails que même qu'on veut les payer, 2000 €, on trouve personne. Alors, il y a plusieurs phénomènes. C'est qu'ils ont connu, les parents, travailler pendant 40-45 ans, proche du SMIC. Donc, on a écœuré les gens, et les gens sont partis dans d'autres secteurs d'activité. Donc, voilà le souci. Donc, je reviens à l'irrigation. L'irrigation débassine de la façon dont ils veulent les faire, des grands stockages, sans avoir appréhendé le modèle et savoir quel est l'impact de ça. Alors, sur l'environnement, ça, il y a des gens qui s'en chargent, mais moi, c'est pas là, c'est sur le revenu. Les gens qui vont construire ces bassines, ceux qui font les études vont être rémunérés, ceux qui vont vendre les bâches vont être rémunérés, ceux qui vont vendre les stations d'irrigation vont être rémunérés, etc., etc. Mais l'agriculteur, lui, qui va arroser ses cultures, il n'y a aucune garantie de revenu. À quoi vont être destinées ces cultures? À l'exportation, au local, même si c'est en local que vous piochez dans des réserves comme ça pour des agriculteurs qui vont faire de l'élevage. C'est pas parce que l'agriculteur il va faire de l'élevage avec un outil d'irrigation, une bassine, qu'il va être rémunéré. C'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. L'irrigation n'est pas égale au revenu. L'irrigation permet de tenir des cultures dans des régions, on va dire plutôt séchantes, où à des moments la culture a besoin de passage d'irrigation, mais ça n'a rien à voir avec le revenu au bout du compte de l'agriculteur. L'agriculteur, il va faire tourner tout un système, mais il peut irriguer et déposer le bilan pareil qu'un qui n'a pas d'irrigation. Donc ce n'est pas lié. Pour revoir le modèle, il faut le revoir vraiment de fond en comble. Si vous prenez par exemple la culture du blé, vous faites des bassines pour arroser le blé, avant de se poser toutes ces questions-là, il faudrait regarder les boulangers achètent la farine autour de 1000 € la tonne. Les boulangers, vous savez les problèmes qu'ils ont avec l'augmentation de l'électricité. Ils revendent la baguette à 1,20 €. Vous savez les problèmes qu'ont les boulangers. Bon, nous, du départ de la ferme, le blé, vous pouvez mettre l'irrigation dans les blés, les gars. Quand la farine, elle arrive chez le boulanger, le coefficient multiplicateur, il a été multiplié par entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Peut être 5,5, mais 5 fois, au moins 5 fois le prix du blé, du départ de la ferme. Bon, ça peut pas fonctionner. Dans la baguette de pain, le blé qui est vendu par l'agriculteur, pas la marge, ça représente 3,5 centimes d'euros. Les aides, les impôts des Français, ça vient monter à 6 centimes d'euros. Il y a 2,5 centimes d'euros qui est payé par les impôts des Français qui s'appelle la PAC, la prime pour l'emploi. Et au bout du compte, le prix, quand il arrive chez le boulanger en farine, alors vous allez me dire, ils l'ont fait la farine, ils l'ont travaillé, exact, mais c'est multiplié entre 5 et 6. On ne peut pas s'en sortir dans ces conditions-là, de fournir des matières premières à l'industrie agroalimentaire, nos coopératives, pour arriver à des situations comme ça. Alors eux, ils l'ont bien compris, puisque les lignes de production au niveau mondial, le leader mondial de la boulangerie, c'était les riches industriels du nord de la France, la famille Wendel, qui détient entre autres Bureau Veritas, Saint-Gobain, des grandes entreprises comme ça.
Et ça a été racheté par un bras de la FNSEA, Unigrain, les gens qui sont dans Unigrain de la FNSEA, qui, je vous le rappelle, est un fonds d'investissement monté par les céréaliers de la FNSEA en 1963. Ils ont racheté cette entreprise au groupe Wendel, qui est de famille avec Ernest Antoine Seyer, l'ancien patron du MEDEF. Eh bien, ils ont racheté ça 120 millions d'euros. 10 fois l'EBITDA, l'équivalent, si vous voulez, de l'excédent brut d'exploitation dans nos exploitations. 10 fois le montant de l'EBITDA. Donc, avec ça, leader des chaînes d'approvisionnement, de production dans le monde, ils fabriquent de la boulangerie industrielle, de la pâtisserie, de la viennoiserie, du frais, du surgelé, etc., etc. Comment voulez-vous, tant qu'on a des oligopoles comme ça, vous pouvez aller manifester, les gars, soit contre les bassines, soit contre les phytosanitaires, soit contre l'élevage intensif, soit contre les normes, soit ce que vous voudrez. Le schéma n'est pas bon. Ils nous font nous diviser entre nous. Le souci, c'est pas de monter la bassine pour irriguer. Oui, il y a besoin d'irriguer, bien sûr, faut irriguer. On peut pas être contre l'irrigation, ça n'a pas de sens. Mais il faut que ça soit raisonné sur les territoires. Et avant de parler d'irriguer, il faut travailler sur la chaîne de valeur et savoir si on a des marges. Si on irrigue pour manger de l'argent, alors les autres vont pas manger d'argent, je vous rassure. Ceux qui vendent les phytos, pas de souci. Ceux qui vendent les engrais, pas de souci. Ceux qui vont vendre le matériel, les tracteurs, l'irrigation, il n'y a pas de souci. Bon. Mais il faut revoir le modèle. Irriguer pour produire plus, c'est un non-sens. Il faut donner, d'abord, il faut sortir progressivement de cette vente extravagante de produits phytosanitaires qui déclenchent des cancers et des maladies. C'est pas normal de toucher la population avec ça. L'impact sur les cours d'eau, et puis 33% de la nourriture est gaspillée entre le départ de la parcelle et l'arrivée dans le magasin jusqu'au pot de yaourt qui n'est pas fini à table et qui est jeté, plus tous les délais de préemption dans les grandes surfaces où, à partir d'un certain moment, ils n'ont plus le droit de les vendre, hop, tout ça, ça part à la poubelle. Il faut voir tout ce qui est gaspillé, 33%. Donc, sachant qu'un modèle plus vertueux, plus doux existe. La planète fait 51 milliards d'hectares. On en cultive à peine 5 milliards d'hectares. Alors là-dedans, bien sûr, il y a des forêts, il y a les fleuves, voilà, tout ça. Il y a les océans, on est d'accord. Mais on cultive à peine 5 milliards d'hectares. On peut cultiver plus. Il y a des continents où il y a du potentiel. Il y a des 100, 150, 200 millions d'hectares qui ne sont pas cultivés. L'équivalent de la surface cultivée en Chine. Voilà. Dans le monde, il y a des terres en friche. Chez nous, on a 1 150 000 hectares qui sont plus cultivés, qui sont en friche. Donc arrêtez de nous vendre un modèle en disant il faut produire plus, il faut mettre de la chimie, il faut mettre des engrais, faut faire produire de plus en plus les vaches laitières, les moutons, les canards. Mais arrêtons avec ça. Ça enrichit tout le monde sauf l'agriculteur. Il y en a deux de volets, l'agriculteur, le consommateur, et en plus, pas toujours, mais ça peut déclencher des maladies et des cancers. Tout le monde n'est pas malade, on est bien d'accord. Mais il y a quand même un impact sur la santé, on ne peut pas le nier. Et ce modèle-là coûte, en France, à chaque contribuable, 2100 € par les impôts directs ou indirects, sans l'impact sur la santé, parce que je n'arrive pas à chiffrer, ramener à l'habitant l'impact des cancers, des lymphomes, etc. C'est très très difficile à chiffrer ça. Donc voilà, autre exemple, quand on dit bon l'irrigation, faut mettre des phytos, tout ça, c'est un débat qui nous divise, mais qui ne règle pas le problème de fond. Je remercie le producteur de moutons qui m'a envoyé un SMS en disant vas-y, parle des moutons. Mais oui, je vais en parler des moutons. Les moutons, les agneaux, ils sont vendus 8 €, 8,50 € le kilo de carcasse. Un agneau, en moyenne, fait 19 € de carcasse. Il coûte à produire 210 €. 210 € le coût de production avec le tiers d'un SMIC de rémunération. Il ne s'est même pas pris un SMIC, le tiers d'un SMIC net, je précise. 210 €, il y a 90 € d'aliments là-dedans et 110 € de charges de structure. Il manque 50 à 60 € par agneau. Et encore le gars, il s'est prélevé le tiers d'un SMIC. Donc
avec du vivant, il faudrait rémunérer les gens au moins 2 SMIC et demi. Au moins. Au moins. Alors vous voyez ce qui manque là sur les agneaux. Bon, vous pouvez monter l'irrigation, vous pouvez mettre des phytosanitaires, pour si le gars il fait des céréales pour ses moutons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est qu'il faut revoir le modèle et les marges dans la filière. Si on ne revoit pas les marges dans la filière, on peut monter des bassines, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors c'est pour ça, comme il n'y a pas de marge, absence de retour sur investissement, de rentabilité, ben les gens, ils acceptent le parc éolien. Bien sûr, moi il y en a un chez moi, les gens ne vont pas le refuser. Bon, les gens acceptent le photovoltaïque, ça s'appelle des leviers. L'agrivoltaïste, le méthaniseur. Est-ce qu'ils sont pour le méthaniseur? Pas forcément. Mais les gars, ils cherchent une solution pour s'en sortir. Donc on ne peut pas, d'un côté, serrer le cou aux gars et les accuser d'aller chez un méthaniseur ou d'aller... Les gars, ils cherchent des portes de sortie. Vous savez, avant que ça existe, ça, avant le développement des parcs éoliens, des photovoltaïques, de l'agrivoltaïsme qui arrive et des méthaniseurs, avant les leviers, les premiers leviers qui ont été utilisés par les agriculteurs, à partir des années 70-75, chez les producteurs de porc et de moutons, ça a démarré beaucoup, hein? Eh ben, le levier, c'était que les agriculteurs, ils allaient faire de la prestation de service chez les entrepreneurs, dans des entreprises à côté pour ramener un salaire, pour combler le compte à la fin du mois. Et puis, très tôt, ils ont envoyé les épouses travailler à l'extérieur, dans les maisons de retraite, enseignantes, infirmières, aides-soignantes, femmes de ménage, etc. Ça s'appelle des leviers. Eh ben, les autres sources d'énergie, le photovoltaïque et tout ça, c'est des leviers. Si les gens, ils gagnaient leur vie raisonnablement à produire du blé, des lapins, des canards ou du lait, il n'aurait pas été monté ça, il n'aurait pas été dans des projets comme ça. Il y aurait eu quelques gros projets pour recycler les déchets végétaux pour la méthanisation au niveau des communes ou des communautés de communes. C'est une bonne idée de recycler les déchets végétaux, où il se serait fait des petits méthaniseurs pour avoir une autonomie sur l'exploitation. Mais il ne se serait pas monté des choses gigantesques comme on voit aujourd'hui. Parce que les gens cherchent une roue de secours. Et la roue de secours, si on attend les élus, elle est crevée. Hein. Les 4 roues du véhicule sont crevées avec les élus. Hein. Vous avez vu, hein. Il y a 4 roues sur un véhicule, les 4 sont crevées. Vous pouvez prendre extrême droite, extrême gauche, centre droit, vous n'allez pas démarrer la voiture. Hein. Vous n'allez pas faire de kilomètres. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que l'enjeu, il est là. Après, ce schéma-là doit être pensé avec des échanges internationaux, non pas sur la base tel qu'il est là du libre-échange qu'on appelle libre et non faussé, qui est totalement faussé, hein, parce qu'on est en compétition avec des pays qui n'ont rien à voir avec nous sur les phytosanitaires, qui vont utiliser des phytosanitaires que nous, on n'a pas le droit d'utiliser, etc., qui vont irriguer la vigne, c'est interdit chez nous, sauf pour faire démarrer les plantations, bon, qui vont jouer avec les monnaies, la guerre des monnaies. Nous, on a l'handicap de l'euro, parce qu'avec l'euro, on ne peut pas réajuster en fonction de la puissance économique de notre pays, on est lié à l'euro. La monnaie est un boulet, hein, pour les exportations, lorsqu'elle est surévaluée. Et ça, les Chinois l'ont bien compris, les Russes aussi. Donc, globalement, pour conclure, dans le monde, on produit 2800 millions de tonnes dans le monde pour l'agriculture, avec c'est à peine 5 milliards d'hectares qu'on cultive. On produit 2800 millions de tonnes de céréales, mais sachant que là, pareil, il y a un débat à ouvrir. 65% de ces céréales sont mangées par les animaux. Ensuite, on tue les animaux pour les manger. Bon, là aussi, il y a quelque chose à inventer. Il faut garder les animaux, ils sont indispensables sur les territoires. Dans quelle proportion? Comment? À quel endroit on les répartit? Suivant les zones de plus ou moins secteurs où on a des sécheresses importantes dans nos pays. C'est là qu'il faut s'adapter. Et non pas dire, bah là, il n'y a plus d'eau, on monte des bassines. Peut-être qu'il faut faire d'autres cultures dans certaines régions, plutôt que de redépenser des sommes faramineuses et l'agriculteur n'aura pas de revenus au bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'irrigation. Hein. C'est impossible d'arrêter l'irrigation. Mais il faut le raisonner. Bon, 1150 millions de tonnes de légumes, 600 millions de tonnes de produits laitiers, 340 millions de tonnes de produits de viande dans le monde, vous voyez, c'est que 340 millions de tonnes. Hein.
la viande dans le monde. Les gens disent qu'il faut manger moins de viande. C'est pas énorme par rapport aux céréales et aux légumes. Et seulement 120 millions de tonnes de fruits. Voilà la répartition. Alors cette clé de répartition-là, on peut la faire évoluer et adapter nos modèles agricoles en fonction des pluviométries. Voilà. C'est ça le bon sens. C'est arrêter de toujours, quelque part, vouloir contrarier la nature. On ne peut pas contrarier la nature. Il faut s'adapter à la nature. Mais ça, c'est indispensable de s'adapter à la nature, respecter la nature telle qu'elle est, parce que les paysans, ils ont toujours entretenu la nature et vécu aux côtés de la nature, hein, avec les chasseurs, qui sont un outil de régulation dans la nature, la chasse, hein, qui est indispensable pour réguler, hein, sinon ça ne fonctionne pas, on le voit bien, avec les problèmes qu'il y a avec les dégâts des gibiers dans l'agriculture, aujourd'hui, qui mettent en péril des exploitations. Je vous remercie aussi de m'envoyer les SMS, mais rien ne pourra se faire si on ne retouche pas à la chaîne de valeur. Et que, comme je vous le disais, sur un blé, pour faire du pain, avant d'arriver chez le boulanger, on va livrer la céréale dans la coopérative, lui il achète la farine, ça a pris un coefficient multiplié par entre 5 et 6. C'est pas possible. C'est pas possible. Le consommateur, d'ailleurs vous pouvez payer la baguette de pain plus cher, il ne reviendra rien aux producteurs de céréales. C'est pas là que ça se joue. Hein, je pense que tout le monde a compris, dans les gens qui ne sont pas agriculteurs, que la PAC, la politique agricole commune, que j'appelle la prime pour l'emploi, ça nous permet de travailler beaucoup, petits soldats, au service de l'agro-industrie et l'agroalimentaire. La prime pour l'emploi, la PAC, elle a été mise en place avec vos impôts pour nous emmener sur les marchés mondiaux, pour bloquer le prix le plus bas possible au départ de la ferme. Par contre, entre le prix du départ de la ferme et l'arrivée dans les magasins, vous avez constaté que les souris dansent. Hein? Et pour arrêter les souris, inutile de faire appel à la voiture pompier, parce que la voiture pompier des élus, les gyrophares, il y a longtemps qu'ils sont éteints et les 4 nœuds sont crevés. Voilà. Il n'y a aucun parti politique qui a eu le courage de revoir le modèle. Et pour revoir le modèle, j'en termine là-dessus, il n'y a qu'une seule politique qui peut fonctionner. Il n'y en a pas deux. C'est une politique de souveraineté. La primauté du politique sur l'économique, la souveraineté des États. Pas des traités européens comme ils sont actuellement signés depuis la droite, hein, la gauche, Mitterrand, tout ça. Ça ne peut pas fonctionner. Et avec les traités de libre-échange, c'est conditionné, cette compétition-là exacerbée, et conditionne tout. Les phytosanitaires, les bassines, l'agriculture intensive, l'immigration, qui est l'exportation du chômage, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme, parce que comme on met en compétition les paysans, on ne peut plus rémunérer l'agriculteur pour ramasser ses fruits, ses légumes ou l'horticulteur, il ne va pas pouvoir payer des ramasseurs dans les champs à 2000 € net. Donc, il va utiliser ce que j'appelle l'exportation du chômage, des travailleurs immigrés qui vont gagner 3-4 fois le salaire, en France, 3-4 fois le salaire qu'ils auraient chez eux. Voilà à quoi ça conduit. La libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, sans aucune régulation du politique. Le véhicule, il est en roue libre. La finance, toute puissante. Donc, le maître mot, souveraineté. Reprenons notre souveraineté. C'est pas un gros mot, c'est des décisions politiques. Faut être le maître chez soi. Et là, on ne contrôle plus rien du tout. Tout est dans les mains de l'Union européenne avec tous ces traités. Les traités européens sont supérieurs à la puissance des chefs d'État. Donc voilà le problème. On ne contrôle plus rien. Alors on n'a plus que la dernière roue du carrosse, c'est de travailler en local à l'échelon des territoires. Mais ça ne peut être que des petites quantités. Je vous rappelle que sur le chiffre d'affaires de la ferme France, 80 milliards d'euros, tous les gens qui vous parlent des circuits courts, c'est extraordinaire, mais vous n'allez pas sauver la France avec les circuits courts. C'est moins de 3 milliards d'euros, les circuits courts. Il faut les développer.
Mais si vous les doublez déjà, 6 milliards, vous voyez, sur 80, c'est peanuts. Donc il faut bien revoir les règles du commerce à travers des traités qui se font avec la souveraineté des États, mais pas des traités de libre-échange tels qu'ils sont faits là, qui quelque part détruisent tout. Vous voyez, hein, ça déclenche l'immigration, l'agriculture intensive, beaucoup de phytosanitaires, parce qu'il faut traiter pour produire toujours plus, pour essayer d'être plus compétitif que le voisin. Hein, voilà, c'est tout. Ça revient au coût de production. Quand les gens, beaucoup, arrêtent de labourer, le sans-labour, c'est quoi le problème du sans-labour? C'est le combat du coût de production. Parce que ça coûte moins cher de désherber, passer des centaines d'hectares avec un appareil à traiter et ensuite travailler avec des appareils simplifiés pour faire du sans-labour. Il y a besoin de moins d'œuvre, il y a une efficacité de temps de travail à l'hectare qui est indéniable. Le gasoil ramené à l'hectare semé, c'est indéniable que le sans-labour. C'est quelque chose de formidable pour gagner en coût de production. Donc c'est toujours produire à moins cher, avec plus d'hectares, avec moins de main-d'œuvre, et puis avec de la main-d'œuvre, si on peut, étrangère, des Bulgares ou des Polonais, pour pas que ça nous coûte cher, pour pouvoir tenir face à nos compétiteurs indiens, chinois, russes, etc. Donc ce modèle est une folie, et moi je vous dis, il faut très vite l'arrêter, parce qu'en plus, il est destructeur d'emplois, il détruit les emplois sur les territoires, il appauvrit le pays. Je vous remercie et à bientôt.